Salut les traders, j'espère que vous allez bien, c'est Sylvain Marche, je vous retrouve comme chaque jour pour la crypto capsule. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un tuto pour changer un petit peu, un tuto plutôt débutant, mais qui pourra être utile à certains d'entre vous pour parler des tendances et de l'identification des tendances sur les marchés. Vous allez voir que ça va vous être particulièrement utile si vous êtes un petit peu en phase de découverte, d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est qu'une tendance, comment l'identifier, et je vais vous donner dans cette vidéo trois approches, trois méthodes pour identifier est-ce qu'on est en tendance, est-ce qu'on est dans une tendance haussière, une tendance baissière et potentiellement les endroits où on a des inversions de tendance pour pouvoir évidemment se positionner accordément sur les marchés. Alors en introduction, il y a une chose importante à savoir, c'est que l'identification des tendances, ça marche sur tous les marchés. C'est le cas de le dire. Vous pouvez l'utiliser sur le crypto ou sur d'autres classes d'actifs, évidemment. C'est assez universel. En revanche, c'est spécifique à un horizon de temps. C'est-à-dire que travailler sur des tendances, faire du suivi de tendances, c'est plutôt quelque chose qui va être utile, qui va être efficace si on travaille sur des unités de temps plutôt hautes. Tout est relatif, évidemment. C'est-à-dire à partir de l'unité de temps journalière, c'est-à-dire qu'une bougie à l'écran représente une journée, voire weekly, c'est-à-dire hebdomadaire, une bougie égale une semaine et éventuellement mensuelle si vous voulez aller sur des horizons de temps aussi lointains. En tout cas, je ne vous recommande pas de chercher à identifier des tendances pour faire ce qu'on appelle du trading court terme, où on va aller zoomer sur le prix et regarder l'action du prix sur quelques minutes, quelques heures ou même quelques jours, puisque là, on va avoir une structure de marché fondamentale qui est différente et j'aurai l'occasion dans un prochain tuto de revenir dessus. Donc là, on va être plutôt dans une approche moyen terme, voire investissement long terme. Et dans cette approche-là, le mieux, c'est effectivement de savoir identifier une tendance et la surfer le plus longtemps possible et savoir aussi quand on arrive à la fin de cette tendance pour vendre ou au contraire se mettre à acheter en fonction de la direction. Donc je vais vous présenter maintenant trois approches vraiment ultra basiques, ultra simples, mais qu'il faut absolument connaître pour construire petit à petit sa méthodologie d'investissement dans laquelle vous allez faire une sorte d'un petit peu d'assemblage de plein de connaissances, de plein de techniques et trouver votre approche. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur des briques de base. Donc on va commencer par la plus ancienne méthodologie et probablement la plus fiable de toutes, la plus intemporelle pour identifier une tendance qui consiste à identifier les creux et les sommets et la direction relative les uns par rapport aux autres des creux et des sommets. Donc ça, c'est quelque chose qui est dérivé d'une théorie qui s'appelle la théorie de Dow, qui a été théorisée par Charles Dow, qui était un des premiers analystes boursiers de l'histoire de la bourse et des marchés financiers. Je vous laisserai googler si ça vous intéresse, Charles Dow, théorie de Dow. Il y a plein de choses fascinantes à apprendre pour découvrir les principes de base autour de la façon dont les marchés évoluent. Et c'est intéressant, ça a été fait il y a plus de 100 ans maintenant et ça reste toujours autant d'actualité. Donc qu'est-ce que c'est que des creux et des sommets? Les creux et les sommets, ce sont les extrémités dans les vagues du prix. Donc si je modélise rapidement une vague de prix, ça va se faire comme ceci. Voilà. Donc là, on est sur le Bitcoin, on est justement en journalier sur l'action du prix. À partir de là, on était début 2023. Donc vous voyez que là, le prix n'avance jamais en ligne droite, il avance en vagues successives qui peuvent être de plus ou moins grande amplitude, verticale, de plus ou moins grande longueur, donc à l'horizontale, mais on est toujours sur une alternance de montée-descente, 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 et ce, quel que soit le niveau de zoom, j'ai envie de dire, qu'on choisit d'avoir pour observer l'action du prix d'un actif. Donc, le prix avance en vague. Le point haut des vagues est ce qu'on appelle les sommets, comme sur une montagne. Et le point bas des vagues est ce qu'on appelle un creux. Donc, on arrive assez facilement à identifier ici que là, on est sur un sommet, là, on est sur un creux, là, on est sur un sommet, là, on est sur un creux, etc., etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une notion de base qu'il faut savoir absolument identifier et maîtriser. Une fois qu'on a identifié ça, eh bien, la plus ancienne, la plus basique théorie pour comprendre dans quel sens va actuellement le marché, c'est de regarder l'évolution des sommets et l'évolution des creux. Est-ce que dans le temps, quand on avance, entre guillemets, on a des sommets qui sont de plus en plus hauts, comme c'est le cas ici, on peut identifier ici
quand même que voilà, on a une suite de sommets qui est plus haut que le précédent à chaque fois, ou est-ce qu'au contraire, on a des creux ou des sommets qui sont baissiers, comme c'est le cas ici, là où on a deux creux d'affilée, et le deuxième est plus bas que le précédent. Donc les sommets peuvent être montants, les sommets peuvent être descendants, les creux peuvent être descendants, les creux peuvent être montants. Et ce qu'on cherche à identifier, c'est une alternance successive de sommets et de creux de plus en plus haut ou de sommets et de creux de plus en plus bas. Quand on a cette alternance haussière, on considère qu'on est en tendance haussière. Et quand on a cette alternance baissière, on considère qu'on est en tendance baissière. Et quand on n'a ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'on peut avoir un sommet plus haut que le précédent, mais ensuite un creux plus bas que le précédent, et donc du coup que ça hésite, mais que les sommets et les creux, entre guillemets, ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'on peut avoir une succession de sommets qui va dans un sens, une succession de creux qui va dans l'autre, et s'il n'y a pas, comment dire, un consensus entre les creux et les sommets, ça veut dire en général qu'on est plutôt dans une situation où on est en horizontalité, en range, et en tout cas il n'y a pas de directionnalité claire sur les marchés. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut regarder et modéliser, essayer de regarder ensemble un petit peu, d'identifier là où les tendances sur le marché, l'actif que j'ai créé, à savoir Bitcoin ici. Donc, ici nous avons un sommet, ensuite nous avons un creux, donc là on peut rien dire. Ensuite on a un sommet plus haut que le précédent. Très bien, il faut entre guillemets une confirmation et une convergence. Et ensuite, on a un creux également plus haut que le précédent. Donc quand on a à la fois les creux et les sommets qui sont d'accord sur la direction, on identifie qu'on est dans une tendance haussière. Et on va continuer de considérer qu'on est en tendance haussière tant qu'on n'a pas ce qu'on appelle une invalidation et que ça se met à se faire autre chose. Donc ensuite, on va avoir un sommet qui va être également plus haut que le précédent, et par contre là un creux plus bas que le précédent. Mais étant donné que du coup ça ne représente pas un consensus, on ne peut pas dire qu'on est en train potentiellement de s'inverser, d'inverser la direction. Donc si on n'a pas de confirmation d'inversion, eh bien on considère par défaut qu'on est dans la tendance qui avait été initialement identifiée, donc on continue de considérer qu'on est encore en tendance haussière. Ensuite, on repart à la hausse, on a de nouveau un sommet plus haut que le précédent, un creux plus haut que le précédent, un sommet plus haut que le précédent, un creux plus haut que le précédent, et enfin là, de nouveau, un sommet plus bas que le précédent, mais il faudrait une confirmation, et cette confirmation arrive ici. Donc là, à ce moment-là, on a de nouveau un consensus dans l'autre sens, et là, on a un consensus baissier avec un sommet plus bas, donc une baisse, et un creux plus bas, et donc une baisse, et les deux sont d'accord des deux côtés. Donc là, on peut identifier qu'on est repassé en tendance baissière ou en tout cas qu'on n'est plus en tendance haussière. Donc ensuite, on continue d'observer ça, comme ceci. Donc là, ça continue de baisser. Là, on a un sommet plus haut que le précédent, mais on n'a pas d'accord sur le côté des creux. Donc on ne change pas notre biais baissier. On attend, là c'est une zone qui est un peu bizarros, on peut identifier que c'est une espèce de grand sommet lent, et ils ne se ressemblent pas tous, hein. Parfois ils se ressemblent, parfois pas, il faut aussi savoir s'adapter un petit peu aux situations. Là encore de nouveau rien de spécial, et puis là, à ce moment-là, ça recommence à être intéressant, puisque là on voit qu'on a un sommet plus haut que le précédent et un creux plus haut que le précédent, et donc ça identifie qu'on a une nouvelle structure qui repasse de nouveau haussière. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans le détail pour ça, parce que c'était pour faire un tour d'horizon aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, on a des formations pour vous apprendre tout ça bien plus en détail avec l'accompagnement sur Strategy. Je vais passer aux deux autres méthodologies d'identification de tendances basiques, des briques de base que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc la deuxième, c'est l'utilisation des moyennes mobiles. Donc ça, encore une fois, à moins que vous soyez un immense débutant, vous en avez déjà plus ou moins entendu parler. Qu'est-ce que c'est qu'une moyenne mobile? Une moyenne mobile, ça se représente par une espèce de courbe, voilà, de couleur, qui semble lisser finalement le prix, mais avec du retard. Et c'est exactement ça, effectivement, le résultat obtenu par rapport au calcul. Donc qu'est-ce que c'est qu'une moyenne mobile? C'est une moyenne qui est mobile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque nouvelle clôture du prix, on calcule la moyenne des X dernières périodes. Donc par exemple, une moyenne mobile de 50 périodes, à chaque nouvelle bougie, on va regarder les 50, additionner les 50, la valeur de clôture des 50 dernières périodes, divisé par 50, donc faire la moyenne, et ça va nous donner un résultat et on va tracer un point.
et on recommence toutes les périodes, toutes les périodes, toutes les périodes. Et ces points-là, si on les rejoint pour avoir une espèce d'harmonie visuelle, eh bien, ça fait ces fameuses courbes qu'on voit ici en bleu et rose, qu'on appelle les moyennes mobiles. Donc ça, c'est un calcul qui est très simple à comprendre et qui permet effectivement, comme je vous disais, finalement de lisser la direction générale du prix. En quoi c'est utile pour identifier une tendance? Eh bien, ça permet de voir grosso modo quelle est la direction majoritaire du prix en éliminant les parasites, les petits mouvements intempestifs du prix qui peuvent créer de la confusion. Donc c'est particulièrement intéressant si on regarde une moyenne mobile plutôt de long terme, donc à 200 périodes. Plus le nombre de périodes est important et plus le lissage va être joli, mais plus on va avoir entre guillemets une forme de retard par rapport à l'actualisation de ce qui est en train de faire le prix à un temps T. Et ça permet de bien identifier, vous voyez que là, ça descend, on est en tendance baissière, ça stabilise, ça repart à la hausse, on est en tendance haussière. Et ça correspond à une réalité, mais avec un petit peu évidemment de décalage vers la droite, de retard tout simplement. Donc après, comment est-ce qu'on peut utiliser les moyennes mobiles? De plein de façons différentes, mais la plus simple d'entre elles, c'est de regarder la relation du prix avec une moyenne mobile. Si le prix était au-dessus de la moyenne mobile et croise et passe en dessous de la moyenne mobile, ça indique qu'on entre en tendance baissière, comme c'est le cas ici. Et si le prix recroise et repasse au-dessus de la moyenne mobile, ça veut dire qu'on repasse en tendance haussière. Et donc, tant que le prix est au-dessus, on est en tendance haussière. Tant que le prix est en dessous, on est en tendance baissière. Évidemment, dans la pratique, il ne suffit pas juste de faire ça pour devenir riche, sinon ce serait un petit peu facile, mais en tout cas, c'est un élément d'analyse à affiner, sur lequel il faut créer des règles, des conditions, des confirmations, l'insérer, le construire dans une stratégie plus globale, mais qui reste un outil extrêmement simple, extrêmement puissant et intemporel pour analyser, encore une fois sur le moyen terme ou le long terme, une tendance d'un actif, d'un secteur, d'un marché. Ça s'applique évidemment à tout. Et je vais terminer aujourd'hui avec la troisième méthodologie que je voulais vous partager, qui est plus spécifique aux crypto-monnaies, qui, même si dans l'absolu on peut le faire surtout, qui n'est pas de regarder directement les graphiques, mais plutôt d'analyser des cycles. Donc il y a plein de façons d'analyser les cycles macro, comme on dit, que ce soit sur n'importe quel type de marché, en particulier sur la crypto, et encore plus en particulier sur le Bitcoin, à cause du modèle mathématique qui est utilisé pour générer de nouveaux bitcoins, donc pour augmenter et créer de l'inflation sur le bitcoin, qui est un modèle qui est très cyclique et donc le prix, l'évolution du prix du bitcoin suit ces cycles-là. Donc il y a plein de façons d'analyser un cycle. Il n'y a aucune façon qui prise isolément peut vous dire avec certitude à 100% que c'est là où il faut acheter, c'est là où il faut vendre, mais ça s'insère très très bien dans une analyse un petit peu plus générale, une analyse multifactorielle, holistique comme on dit, pour se forger une opinion de moyen terme ou de long terme. Ça ne marche pas sur le court terme, je veux qu'on soit clair par rapport à ça, pour identifier une tendance majoritaire. Donc il y a plein d'indicateurs, plein d'outils utilisés pour comprendre la cyclicité d'un marché en général et en l'occurrence du Bitcoin en particulier. Celui que je peux vous présenter aujourd'hui, c'est probablement le plus connu d'entre tous et un de ceux qui aussi est le plus efficace, en tout cas à date, qui s'appelle le Stock to Flow. Qui est voilà, accessible de plein de manières différentes, de manière gratuite. Je vous mettrai peut-être un lien en description pour accéder au graphique que je suis en train de vous partager ici. Pour identifier eh bien, en fait, que on avance sur le long terme en phase, en cycle, avec un cycle haussier, un cycle baissier, un cycle haussier, un cycle baissier. Et en utilisant ce système de cycle, eh ben, on peut identifier si on est plutôt en tendance haussière ou en tendance baissière. Donc sur le Bitcoin, les cycles durent 4 ans. Ça correspond, c'est pas un chiffre au hasard, puisque ça correspond à ce qu'on appelle les halvings. Le moment où tous les 210 000 blocs, et il se trouve que ça arrive environ tous les 4 ans, eh bien, l'algorithme de Bitcoin décide, entre guillemets, c'est programmé comme ça, de diviser par 2 la récompense accordée aux mineurs. Et qu'est-ce que ça a pour effet? Ça a pour effet que eh bien, de moins en moins de Bitcoins sont distribués chaque jour au fil du temps, jusqu'à un moment donné où, dans environ, je crois, une centaine d'années à peu près, 2140, je crois, si je ne dis pas de bêtises, on arrivera au bout et il n'y aura plus jamais de Bitcoin qui seront émis
Bah voilà, toute l'offre maximale des 21 millions de bitcoins aura été émise et il y aura plus de nouveaux bitcoins qui seront émis. Mais bon, d'ici là, on sera a priori, sauf si on fait des avancées scientifiques incroyables, on sera pas là pour, on sera plus là pour s'en préoccuper. Mais en tout cas, au fil du temps, voilà, l'offre de nouveaux bitcoins mis sur le marché, donc l'inflation tout simplement, diminue avec le temps, ce qui n'est pas le cas avec le système fiduciaire classique, avec ce que font les banques centrales, et c'est aussi la raison pour laquelle Bitcoin est un super placement sur le long terme. Voilà. Donc, en se basant sur ces modèles qui travaillent autour de l'action du prix de Bitcoin, dans différentes temporalités, eh bien, vous pouvez identifier les cycles et les phases du cycle dans lesquelles on est. Vous voyez qu'il y a un système de couleurs ici qui permet d'identifier dans quelle phase du cycle on est. Donc, les points bleus, c'est plutôt les bas de cycle. Les zones vertes, c'est plutôt les hauts de cycle. Et puis, entre les deux, différentes phases. J'ai pas le temps de développer ça davantage aujourd'hui. C'était pour faire un premier tour d'horizon un petit peu et vous donner 3 approches. Il y en a d'autres. Je considère que ces 3 approches qui sont très intéressantes, en particulier sur Bitcoin et les crypto-monnaies. Dites-moi en commentaire s'il y en a d'autres que vous utilisez, que vous trouvez particulièrement efficaces. Dites-moi si vous voulez plus de tutos comme ça. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous inonder de petits tutos débutants tous les jours, mais une fois de temps en temps, ça peut être intéressant. Dites-moi si vous voulez des tutos plus avancés et éventuellement sur quel sujet. Moi, dans tous les cas, je vous retrouve comme tous les jours pour la crypto capsule, donc à partir tous les jours. Donc on se retrouve demain. Et d'ici là, comme toujours, bon vent et bon trade. Salut.